Alors, vous êtes donc venus pour écouter les bonnes et belles recettes magiques de réussite en PACES. Vous avez donc consulté tous les grimoires qui sont à votre disposition avec l'ensemble des informations, des recettes magiques, des incantations qui se trouvent dedans. Ah non, ça c'est vrai. Ça c'est pour les vieux, les parents qui sont dans la salle. Les jeunes, vous êtes la génération Y. La génération Y, c'est la magie d'Internet. Eh bien, vous avez de la chance. Sur Internet, on en trouve aussi des foultitudes d'informations sur la réussite en PACES. D'accord ? Des sites dont on peut s'attendre, effectivement, qui vous donnent ce genre d'informations, hein, l'étudiant, Studirama, des sites dont on se demande pourquoi ils ont des informations à vous donner. Bon, en fait, ils ont à vous les vendre. Il ne faut pas rêver non plus. Voire même se faire un métier de vous faire réussir en PACES. Réussir ma PACES. Si ça, ce n'est pas un titre putaclic, excusez-moi, en ancien langage, on disait racoleur, d'accord ? Mais c'est la même chose, ok ? Alors, il y a aussi les sites gratuits en information des professionnels du passage de PACES. Eh bien, Raphaël, il l'a réussi une fois, donc forcément, c'est un professionnel, hein, c'est parfaitement de quoi il parle, évidemment. Alors, bon, évidemment, tout ce que je suis en train de faire là, c'est de la méchanceté gratuite. D'accord ? Évidemment, là-dedans, il y a énormément de bonnes informations qui se recoupent énormément parce que c'est pratiquement toujours les mêmes. Pas des recettes, simplement des informations, des évidences, d'accord ? Des choses que vous savez déjà, mais qu'il va falloir réaliser. Alors évidemment, ça part dans tous les sens. Il y a un peu à boire et à manger, comme vous dire que le concours, c'est long, donc il faut être en forme. Pour être en forme, il faut bien manger, bien dormir, bien boire aussi, que de l'eau. D'accord ? C'est pas comme dans les autres facs, justement. Hein ? Non, c'est une blague, ça. Mais on va aussi vous dire d'autres évidences. Attention, hein, PACES, c'est pas comme au lycée. Il n'y a pas un CPE pour vous botter le cul et vous forcer à travailler. Non, là, vous êtes en autonomie. Mais ça, c'est vrai pour toutes les facs. Ce n'est pas une nouveauté, ça a toujours été vrai. D'accord ? Peut-être un peu plus important et un peu plus intéressant, vous rappelez que c'est un concours. Oui, vous le saviez déjà. Mais un concours, ce n'est pas comme ce que vous avez déjà fait, ce n'est pas comme le bac, ce n'est pas comme vos précédentes études. D'accord ? Un concours, vous ne pouvez pas vous y présenter en « allez, à la YOLO, ah, ça va passer ». D'accord ? Non, non, on ne peut pas là. Il ne faut pas être moyen à un concours. Il ne faut pas être bon, il faut être meilleur. Meilleur que les autres, mais surtout meilleur que vous-même, meilleur que vous ne l'avez jamais été. D'accord ? Parce que vous vous lancez dans une course qui risque d'être longue. Et cette course-là, pour la gagner, et vous pouvez faire le tour un peu de toutes les informations que vous allez retrouver, vous allez pouvoir quasiment toutes les regrouper sous pratiquement un seul terme, à un moment ou à un autre. En tout cas, toutes celles qui ont un certain intérêt. C'est qu'il va vous falloir être motivé. Motivé pendant 1 an, 2 peut-être, pour les cours, les TD, le travail personnel, le travail en groupe, les boîtes à bac, boîtes à concours, excusez-moi, éventuellement, parce que vous aurez peut-être pris ça aussi. Parce que dans le marathon qui vous attend, si vous vous arrêtez, les autres, eux, vont continuer à courir. Et redémarrer quand on s'est arrêté, quand on s'est interrompu, quand on a interrompu l'effort, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que ceux qui, à un moment, pendant leur première année, commencent à lever le pied en se disant « non, mais ce n'est pas pour cette année, ce sera pour l'an prochain, je le fais en 2 ans », ont pratiquement déjà raté leur redoublement, ou en tout cas ont déjà perdu les avantages du redoublement. Et pour rester motivé aussi longtemps, sur 1 an, 2 ans, il ne suffit pas de vous répéter en boucle hein, « je suis motivé, ça ne marche pas ». La méthode Coué ne marche pas, n'a jamais marché et ne fonctionnera jamais. Pour être motivé aussi longtemps, il faut que vous ayez un objectif qui soit clair, parfaitement défini, sur lequel vous allez pouvoir vous ancrer. C'est probablement tout simplement la réponse à cette question-là. Pourquoi ? Pourquoi vous voulez vous lancer dans cette épreuve que vous savez difficile, ce marathon qui est la première année et le concours de PACES. Qu'est-ce qui vous motive ? Alors pas de le passer, on est bien d'accord, d'abord de le réussir. Mais pourquoi vous voulez le réussir ? Vous voulez réussir pour poursuivre vos études derrière et les réussir elles aussi, avec au bout du tunnel
à la fin, le métier que vous voulez exercer. Les études de santé ont ce site particulier, c'est que ce sont des études avec une finalisation de professionnalisation qui se décide dès la première année. Dès la première année. Si vous voulez passer un concours, c'est pour le réussir et exercer le métier qui se trouve au bout. Excusez-moi. D'accord ? Tu veux faire médecine. Si, je viens de te dire que tu veux faire médecine. D'accord ? Tu veux être médecin. D'accord ? Tu veux être médecin, mais on est bien d'accord. Être médecin, pour la plupart d'entre eux, c'est soigner des laryngites, des pharyngites et des gastro pendant tout l'hiver. Ce n'est pas faire des opérations à cœur ouvert. D'accord ? Et puis, même si c'était des opérations à cœur ouvert, quelquefois, sur la table d'opération, ça se passe mal. Il y a même certaines disciplines dans lesquelles ça se passe plus souvent mal que bien. Ça aussi, il faut l'assumer dans le métier. Ça aussi, il faut pouvoir l'encaisser. Ça aussi, ça doit participer de la raison pour laquelle vous voulez vraiment le faire. D'accord ? Tu l'assumes ? D'accord. Et pour les autres concours ? Oui, il avait cru que j'avais fini. Et pour les autres concours ? Parce que tu ne vas pas en tenter qu'un de concours. C'est ça la PACES. La PACES, c'est pouvoir tenter, ça a été créé pour ça, c'était la seule raison de le faire, pouvoir tenter plusieurs concours. D'accord ? Et vous voyez, on va le revoir, ce tableau-là, mais vous voyez qu'il y a une différence fondamentale de comportement entre les primants et les doublants. Très majoritairement, les étudiants qui sont en première année, les primants, sont des étudiants qui vont tenter un, voire deux concours. Et pour les deux concours, c'est très majoritairement des candidats à APEMR qui sont obligés de le faire. D'accord ? Par contre, vous voyez qu'il y a une inversion de tendance fondamentale et profonde pour les doublants, qui, eux, vont massivement tenter des concours multiples. D'accord ? Et il y a peut-être quelque chose de pire que de rater le concours que l'on visait. C'est de réussir celui que l'on ne voulait pas avoir. La quasi-totalité des échecs dans la suite des études, au-delà de la première année, sont dus à des étudiants qui ont accepté un concours qu'ils n'assument pas. Et quand je vois ce deuxième tableau, qui lui ressemble un peu, mais qui présente cette fois-ci les choix, le nombre de choix par filière. Donc vous mettez de côté les deux premières colonnes, c'est psychomote et ergo, qui sont un peu spéciaux parce qu'il y a que très peu de place. Donc c'est normal de faire beaucoup de choix pour ceci. Mais regardez les autres. Entre un tiers et la moitié des étudiants choisissent plus de 3 concours, jusqu'à 7 concours. Ça, c'est pas une preuve de motivation. Ça, c'est du désespoir. Et comme on est en Franche-Comté, je dirais même que ça sent le sapin pour la motivation. La clé de votre réussite, c'est d'ancrer toute votre énergie, toute votre motivation sur le métier que vous visez, sur les métiers que vous visez. Parce que, bien entendu, il faudra assumer également les autres concours pour les mener jusqu'à leur terme. Réussir PACES, ce n'est que le début de vos études. Et alors, si vous les assumez, vous pourrez accepter les efforts permanents, quotidiens, toujours répétés, les sacrifices sur les vacances, sur les week-ends, sur la vie familiale et sociale, affective éventuellement, les sacrifices financiers, les vôtres un peu, ceux de vos proches beaucoup. Vous pourrez les accepter parce que vous savez fondamentalement pourquoi vous êtes en train de le faire. Et au lieu d'être des difficultés, ça va devenir des forces pour vous. Alors vous pourrez accepter d'avoir une seule minuscule période de vacances dans l'année. Pour Noël, que vous allez chérir, parce qu'il faut récupérer du premier marathon, celui du premier semestre, et être prêt pour le deuxième qui arrive derrière. Pourquoi dans ce deuxième semestre, il ne faudra strictement rien lâcher, quels qu'aient été vos résultats au premier semestre? Parce que si à un moment vous doutez, vous pensez que ça ne peut pas nécessiter autant d'efforts, c'est certain, vous ne réussirez pas votre concours. Votre réussite ou votre échec au concours dépend bien moins
de vos capacités, facultés intellectuelles, quelles qu'elles soient, que de votre capacité à mobiliser tous vos moyens intellectuels, de les mobiliser autour de votre objectif. D'accord ? De manière à rester dans la course, de rester en permanence dans la course. Et en parlant de course, vous la connaissez cette histoire, vous savez comment elle se termine. La course que vous allez mener est extrêmement longue et elle est, comme dans l'histoire, souvent défavorable au lièvre. Le lièvre, ici, c'est un étudiant qui comprend et qui apprend très vite et qui a donc l'habitude, toutes les mauvaises habitudes de la facilité. Et ça se passe souvent pas très bien pour ce type d'étudiant dans les concours très longs comme PACES. Faites-y attention si vous avez l'impression ou si réellement vous êtes dans cette situation. Mais attention avec les analogies. Il ne faut pas non plus être la tortue, parce que vous n'êtes pas que deux dans cette course. Et si vous ne pouvez pas finir tout au fond du peloton là-bas, il vous faudra être laborieux, obstiné, aller droit au but, effectivement, comme la tortue, mais être quand même suffisamment rapide pour ne pas finir loin derrière. Un équilibre entre la vitesse et la persévérance. D'accord ? Et un des points qui est important pour réussir, c'est de mettre tous vos moyens dans cette course. Et vos moyens, ça commence par utiliser ceux que nous, le corps enseignant, mettons à votre disposition. Les cours, les TD, les moyens que vous allez retrouver sur Internet. D'accord ? Et quand je parle des cours, ici, bien entendu, je ne parle pas des machins pris, on ne sait pas très bien par qui, dans l'amphi, on ne sait pas très bien comment, et distribué à des dizaines, des centaines d'exemplaires, et qu'on appelle la Renéo parce que vous n'étiez pas en cours et c'est quelqu'un qui l'a pris à votre place. Je parle bien d'être présent physiquement en cours pour prendre et comprendre le cours. Et vous revérifierez dans un dictionnaire ou sur Internet, ça dépend d'accord, de quelle génération vous êtes, ce que veut dire exactement comprendre, quelle est l'étymologie de comprendre, pour prendre tout le sens justement de ce que je suis en train de dire. Parce que figurez-vous qu'il y a un certain nombre d'enseignants dans cette université qui tentent de vous faire comprendre des choses en cours. Et d'un autre côté, un nombre certain d'étudiants qui, eux, considèrent que venir en cours ne sert strictement à rien. Alors, est-ce que être présent en cours a une quelconque influence sur la réussite au concours? C'est une question un peu étrange, pour au moins deux raisons. La première, c'est que si se contenter des supports écrits était suffisant pour réussir ses études, ça fait bien longtemps que nos énarques auraient supprimé toutes les universités qui coûtent cher pour ne laisser que des bibliothèques dans lesquelles toutes les connaissances se trouvent. Et puis le deuxième point, c'est que, excusez-moi, je me suis perdu dans mon discours. La deuxième chose, c'est que je suis certain, absolument certain, que vous avez déjà eu au moins une fois à récupérer des cours sur un voisin, un copain, une copine, parce que vous aviez été absent pour une raison X ou Y. D'accord ? Et qui va oser prétendre, en regardant ses parents, là, qui sont juste à côté, droit dans les yeux, que ce cours-là, il avait été aussi facile à comprendre en le reprenant sur le voisin que quand vous étiez, vous, en cours. C'était peut-être moins chiant, ça, je ne dis pas le contraire, mais aussi facile à comprendre. Eh bien, aussi curieux que ça puisse paraître, vous, tous, ou presque, dans quelques mois, quand vous serez dans cet amphi, sur ces bancs. Ça va commencer aux alentours de la fin octobre, début novembre, à mi-parcours du premier semestre, où vous allez commencer à dire et à vous dire « Non, mais là, j'ai déjà trop de trucs à réviser, j'y arrive plus, j'ai pas le temps d'aller en cours. » D'accord ? Ça prend trop de temps avec le bus, le tram, il faut se serrer dans les amphis. Non, j'ai pas le temps. Je révise vachement mieux quand je suis à la maison. Donc autant que je prenne directement les cours qu'on m'a fournis par la Renéo. Eh bien, bienheureux l'étudiant qui peut suivre son cours tel un fleuve du fond de son lit. Si c'est effectivement l'état d'esprit qui vous anime, en tout cas pour mes cours,
restez-y au fond de votre lit. Ça fera plus de place dans l'amphi, ce sera plus confortable. Et puis dans les TD, je n'aurai que des étudiants qui ont envie de comprendre avec moi. Non, pas t'affoler, c'est juste de l'ironie. Hein. Jamais je dirais ça, en tout cas pas à voix haute. En plus des cours, vous aurez aussi, vous devriez en tout cas, travailler en groupe. Alors vous allez entendre sans doute, peut-être déjà avez entendu, hein, pas mal d'âneries sur le travail de groupe, qui tournent pratiquement tout autour d'un seul et unique thème, qui est celui de « non mais c'est un concours, si tu aides les autres, tu es en train de perdre un avantage, il ne faut surtout pas le faire ». Il ne faut même pas poser les questions en cours, parce que si tu poses la question, oui, tu vas avoir la réponse, mais cet idiot de prof, il va la donner à tout le monde. Alors, si tu as une question, ben, tu trouves la réponse tout seul, ou à la limite, tu la poses au prof de prépa à côté, parce que lui, au moins, il est payé pour t'aider toi, pas pour aider les autres. C'est complètement crétin comme raisonnement. Crétin au sens médical du terme, hein, celui du 19e siècle, hein, d'accord ? Insuffisance intellectuelle. Parce que personne ne peut tout comprendre tout seul. Bosser tout seul, essayer de trouver des explications tout seul, c'est s'enferrer dans ses propres erreurs et dans ses incompréhensions. Il n'y a que l'échange qui permet de progresser. Non, je te fous la paix maintenant. Ça allait me répondre, oui, mais si je pose une question et que elle me répond, moi, j'ai progressé, je l'ai rattrapée, elle a perdu effectivement un avantage. Mais non, non. Parce que pour répondre, pour expliquer à quelqu'un, il faut avoir compris bien mieux que sa propre compréhension avant d'expliquer. Expliquer, c'est un métier, j'en ai fait le mien. D'accord ? Et c'est très compliqué d'expliquer. Vous savez, vous l'avez déjà entendu cette phrase, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Mais c'est extrêmement compliqué d'énoncer clairement quelque chose. Donc en expliquant aux autres, je comprends encore mieux moi. Et les deux progressent. Ah oui, mais alors, ce qu'il faut faire, c'est des groupes de niveau. Comme ça, si on est de meilleur niveau, on progressera encore plus. Eh bien non, surtout pas des groupes de niveau. Pour au moins deux raisons. Un, quand on est tous du même niveau, on n'a rien à s'apprendre et on n'a rien à apprendre des autres parce qu'on est déjà du même niveau. Donc forcément, ça ne marchera pas. Et puis deuxièmement, dans les groupes de niveau, le soupçon de concurrence pour les places est beaucoup plus fort, naturellement, que dans les groupes qui sont extrêmement disparates. Donc ce qu'il faut, c'est des groupes de travail très disparates, de manière à avoir soit à faire comprendre des choses, soit à comprendre des choses des autres. Et dans ce cas-là, effectivement, tout le groupe va bénéficier d'une meilleure réussite. D'accord ? Et puisque je parle de réussite, vous avez vu, les transitions sont vachement bien faites. Hein. C'est le moment d'en parler. Réussir en PACES, il faut forcément aborder le sujet. D'accord ? Alors sur le sujet, on entend énormément d'âneries, encore une fois, parce que c'est le thème béton, celui sur lequel on peut parvenir. C'est des mathématiques, ça se calcule, donc ça ne peut pas être faux. D'accord ? Alors c'est quoi le taux de réussite? Au niveau national, il paraît que c'est aux alentours de 20%. Il paraît, parce que vu la manière dont c'est calculé et les chiffres que l'on fournit au ministère, il n'est pas possible qu'il l'ait calculé correctement. Voilà. Et puis de toute façon, la réussite au niveau national, vous n'en avez strictement rien à faire. Vous n'êtes pas au niveau national, là, vous êtes à Besançon, en Franche-Comté. C'est les chiffres de Besançon qui vous intéressent. D'accord ? Alors les chiffres de Besançon, ben, nous, on les a. Et en plus, on sait comment calculer. Cette année, l'année présente, hein, celle d'avant la vôtre, dans les amphis, à l'inscription, on a, enfin plutôt à l'inscription, avant l'inscription, le nombre de places, tout concours confondu, c'est 394. D'accord ? Les 7 concours confondus. Pour 1120 inscriptions. Mais en fait, sur ces 1120, il y a une bonne centaine de touristes qui ont déjà disparu de la circulation alors qu'on n'est qu'à mi-parcours. Ils ont vu de la lumière, c'était chauffé, ils sont rentrés et puis ils sont repartis. D'accord ?
Donc on va prendre ces 1000 étudiants. 400 places, 1000 étudiants. C'est bon, vous êtes tous suffisamment bons pour faire le calcul de tête. Hein, vous savez faire, ça fait 40%. Waouh, 2 fois plus. On sort le champagne, les feux d'artifice, génial. Non. Non pour au moins 2 raisons. D'abord, la première, c'est que je ne vois pas pourquoi on se féliciterait d'avoir ce taux-là. Le nombre de places, les 400, ce n'est pas nous qui les avons choisis, c'est le ministère qui nous les donne. Puis le nombre d'étudiants qu'on a dans les amphis, c'est le nombre de places qu'on a dans les amphis et le nombre d'étudiants qui est venu s'inscrire. Donc en gros, les 40%, calculés comme ça, on n'y est pour rien. On ne va peut-être pas se féliciter d'un résultat pour lequel on n'y est pour rien. Ceci étant dit, hein, c'est les taux qui sont affichés au ministère et qui sont affichés dans les magazines qui parlent de ces taux de réussite. Et effectivement, dans ces classements-là, Besançon est la fac la mieux classée de France avec le plus gros taux de réussite, parce qu'on a le moins d'étudiants et le plus grand nombre de places. Voilà. Ceci étant dit, c'est faux quand même. Parce que si vous faites vos calculs de taux de réussite de cette manière-là, vous avez une place dans un de ces journaux, au ministère, si vraiment vous insistez, mais certainement pas sur les bancs d'études en santé, en sciences de santé, ou d'études de sciences tout court d'ailleurs. Parce qu'un taux de réussite, ou un taux d'échec, ou un taux de conversion quelconque, un taux d'élimination d'un médicament par exemple, ça ne se calcule pas comme ça. Un taux de conversion, ça se calcule toujours comme étant le ratio du flux de sortie sur le flux d'entrée. Quand on calcule le taux d'élimination du paracétamol par les urines, c'est la quantité de paracétamol qu'on a trouvée dans les urines sur la quantité de paracétamol qui avait été ingérée. Pas sur la quantité de paracétamol qui, à un moment ou à un autre, traîne dans le foie, dans les muscles ou n'importe où. D'accord? Donc, si vous voulez calculer le taux de réussite, le vrai taux de réussite, ici à Besançon ou n'importe où ailleurs, vous faites ce rapport-là. Les 394 que vous avez là, ou le taux d'échec d'ailleurs, les 394 que vous avez là sur les 730 et quelques que vous avez en entrée. D'accord? Et ça vous donne 55%. Un étudiant sur 2 qui s'inscrit à Besançon en première année aura en 1 ou 2 ans une place en deuxième année dans des études de santé. 1 sur 2. Waouh! Une chance sur 2. Non, 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 pas une chance sur 2. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Alors d'abord, première chose qu'il faut dire, c'est que quand on fait un marathon, la première moitié des concurrents qui arrivent est classée dans la première moitié du classement. Oui, et ça ne rend pas le marathon plus facile pour autant. D'accord? Par contre, ce que l'on peut dire, ça c'est vrai, c'est qu'effectivement, il sera plus facile d'être dans la première moitié à Besançon que dans le premier tiers à Dijon ou dans le premier quart à Lyon. Ça, c'est indiscutable, effectivement. Ça, c'est vrai. La deuxième chose, sur le une chance sur 2, ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit une place pour 2 étudiants, ça, ce sont des statistiques. Une chance sur 2, c'est de la probabilité. C'est des disciplines qui sont cousines, mais ce n'est pas la même chose. Vous n'avez pas une chance sur 2. Parce que le petit tableau que j'ai déjà montré tout à l'heure, tous les étudiants ne vont pas faire les mêmes choix de concours à passer, les mêmes combinaisons de choix. Et donc, il y a un nombre de combinaisons qui est très important. Et donc, il n'est pas possible de faire des probabilités de réussite en fonction de ces différents choix. Oui, il y aura bien un étudiant sur 2 qui sera en deuxième année. Mais non, vous n'avez pas 50% de chance d'être dans telle filière ou dans telle autre. D'accord? Ça ne marche pas comme ça. Alors, si on ne peut pas faire des probas par étudiant, est-ce qu'au moins on peut raisonner sur les réussites à chaque concours, sur une chance sur 2, une chance sur 3, concours par concours? Avant d'arriver à ça, j'insiste sur un point qui est ici, parce que j'en ai besoin ensuite. Vous aurez noté, je l'avais déjà dit tout à l'heure, que ce sont majoritairement les doublants qui font des choix multiples, pas les primants. Et deuxième chose, que dans la deuxième colonne, les étudiants qui font surtout 2 choix, ce sont très majoritairement les étudiants qui visent les métiers de la rééducation parce qu'ils sont obligés de choisir un concours en plus de ceux des métiers de la rééducation. D'accord? Donc c'est essentiellement eux. Ceci en tête, qu'est-ce qui se passe? On va le faire avec
médecine pour voir d'abord. En médecine, il y a, j'arrive même pas à le lire, un peu moins de 900 étudiants inscrits au concours de médecine. D'accord ? 191 places, mais vous avez compris, hein, on ne fait pas l'un sur l'autre, on n'est pas au ministère ici. Hein ? Donc, on a à peu près aux alentours de 550 étudiants primants. C'est la première fois qu'ils s'inscrivent ici et qu'ils tentent donc ce concours, qui vont s'y inscrire. Donc, on serait tenté de faire, oui, même cause, même conséquence, hein, de faire un peu la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure, et on trouve en gros un tiers. Une place pour 3 étudiants. Sauf que non. Sauf que non. Le concours de médecine, c'est un des 7 concours. Et comme je l'ai dit, d'accord, les étudiants qui doublent se réinscrivent à plusieurs concours. Il y a donc des étudiants qui, en étant primants, s'étaient inscrits à d'autres concours que médecine, et en doublant, vont cette fois-ci s'inscrire à médecine. Ces étudiants-là, oui, c'est des doublants, mais vis-à-vis du concours de médecine, ce sont des étudiants qui rentrent dans le flux d'entrée. Ils sont comme des primants. Il faut donc les rajouter aux 550. Oh, mais ça fait baisser le niveau, ça. Ben oui, ça concerne à peu près 70 étudiants, 70-80 étudiants, ça oscille entre 50 et 100, ça dépend des années. D'accord ? Oui, il faut les rajouter. Mais en même temps, donc ça rend faux de faire le calcul que j'avais là. En même temps, vous aurez ces étudiants de médecine qui n'avaient candidaté qu'à médecine, qui vont aller candidater aux autres concours quand ils seront doublants. Ce qui veut dire que le raisonnement que je suis en train de mener là, je le fais sur médecine, mais il est parfaitement valide pour tous les autres concours. D'accord ? Vous pourrez le transférer directement. Donc, ce chiffre-là, il est faux. Mais en fait, pas forcément plus bas, parce qu'il y a un deuxième effet qui vient se rajouter à ça, qui est un peu plus pervers, qui n'existait pas il y a 3 ans, mais qui est apparu l'an dernier. Ce sont qu'ils ne se sentent pas visés, ce n'est pas de leur faute. Les étudiants d'APEMR, vous savez, ceux qui font majoritairement 2 choix quand ils sont primants. Ces étudiants-là, ils font partie des 550. D'accord ? Ils se sont inscrits en médecine, en pharmacie, en dentaire, etc., en même temps qu'ils se sont inscrits au métier de la rééducation. Et c'est normal, ils sont obligés de le faire. Mais leur objectif, quand ils sont dans ce pool d'étudiants qui est inscrit en médecine, ce n'est pas de faire médecine, c'est d'avoir le concours des métiers de la rééducation, les 82 places qui leur sont offertes, parce que c'est ça leur objectif à eux, ce concours-là. Alors ces étudiants-là, il faudrait les retirer, ces 200 étudiants des 550, ce serait logique, d'accord ? Mais en même temps, ils sont quand même inscrits en médecine. Ça veut dire que s'ils ont médecine et un des métiers de la rééducation, ils vont faire quoi ? Eh bien, j'en sais rien. Je ne suis pas dans leur tête. Ils peuvent choisir médecine ou choisir les métiers de la rééducation. D'accord ? Donc, on peut sans doute en retirer une bonne partie, mais combien exactement ? Eh bien, on n'en sait rien. D'accord ? On n'a pas encore suffisamment de recul pour faire des probabilités, justement. Pas assez de statistiques pour faire des probabilités. Ce que l'on peut dire, c'est donner une fourchette. Ça, ce sera sans doute juste. En gros, pour 10 étudiants qui s'inscrivent à médecine, on aura entre 3 et 5 étudiants qui seront en 2e année de médecine. Entre 30% et 50%. La fourchette est entre ces deux-là. D'accord ? Et pour les autres concours, alors très honnêtement, si on voulait calculer le taux d'échec, là c'est encore plus compliqué. Il y en a qui veulent le calculer, mais c'est encore plus compliqué que ce que je viens de faire. D'accord ? Parce qu'il y a encore plus de voies de sortie, donc c'est encore plus compliqué. Et pour les autres concours, vous suivez intégralement le même raisonnement. D'accord ? Et au lieu de tomber sur un tiers à 50%, vous allez tomber entre 20 et 40% pour les autres concours. On met de côté encore une fois ergo et psycho, d'accord ? Parce que le nombre de places est tellement faible que là, les calculs sont vraiment trop compliqués à faire. Voilà ce que vous avez. Alors, ceci étant dit, ce que j'ai dit au départ, le fait qu'il y a 55% de taux de réussite, une place pour 2 étudiants, ça, c'est absolument indiscutable. Un étudiant sur 2 qui s'inscrit
aura une place en deuxième année. Maintenant, il ne l'aura peut-être pas, effectivement, dans le concours qu'il avait comme préférence. Mais il sera important pour vous qu'il l'ait quand même dans un concours qu'il souhaite assumer jusqu'à son terme. On est bien d'accord. Pour ceux... les 50... Allez, il ne bouge plus. Ah si, voilà. Donc, les 55%, c'est indiscutable. Si, je voudrais rajouter quelque chose qui est quand même relativement important et qui pourrait participer à votre motivation. Vraiment important. C'est que le taux d'échec, au-delà de cette première année, est relativement faible. Et comme je l'ai dit, essentiellement dû aux étudiants qui n'ont pas fait le bon choix. D'accord ? Mais il reste quand même relativement faible. Ce qui veut dire que donc, à 3, 5, 8, 12 ans, c'est quasiment un étudiant sur deux du début qui aura non seulement un diplôme professionnalisant, mais un métier, et un bon métier. Vous irez regarder sur Internet par vous-même les taux de réussite au diplôme et de concrétisation du métier par rapport aux études dans les autres disciplines. Droit en particulier, juste histoire comme ça, hein, qui n'a pas de concours, qui ne fait pas de gâchis. D'accord ? Vous irez vérifier. Les études de santé sont parmi les études avec le plus fort taux de réussite globale de toutes les études universitaires. Vous devez bien comprendre ça parce que ça participe énormément de la motivation pour la réussite. C'est vraiment quelque chose d'important. Ça avance doucement. Alors pour ceux qui se poseraient des questions, mais comment il fait pour avoir des taux de réussite par concours qui sont inférieurs à 50% et avoir une réussite globale qui est supérieure à 50%? Il bricole avec les chiffres, lui. Non, mais quand vous avez une cible, d'accord ? Vous avez un taux de réussite par cible. Mais si vous multipliez les cibles, vous vous rendez bien compte qu'au global, la chance de toucher une quelconque des cibles est forcément bien plus grande que la chance de toucher une cible en particulier. Et bien, c'est la même chose. C'est normal qu'au global, tout concours confondu, on ait un taux de réussite qui soit bien supérieur à chaque concours. C'est parfaitement logique. D'accord ? Bon, il ne faudrait pas trop que je discute avec un statisticien là, parce qu'il trouverait des tas de biais dans mon raisonnement, mais ça permet de le comprendre relativement facilement. Alors, puisqu'on parle de réussite, hein, mais ça c'est vachement utile pour la réussite. Hein. Ça marche vachement bien, ça, pour la réussite. D'accord ? Vous savez, hein, d'ailleurs, toute leur com, elle est basée sur c'est mieux pour la réussite. Avant de parler de ça, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'effet Simpson ? Pas celui-là de Simpson, Edward Simpson, un statisticien britannique du début du XXe siècle. Il a fait, et il est connu dans sa carrière, pour avoir étudié des relations entre une cause et ses conséquences, les relations statistiques. Et il est connu pour le cas particulier où, à la fois, la cause et la conséquence sont influencées par ce qu'on appelle un facteur de confusion, c'est-à-dire une autre cause qui s'applique à la cause et à la conséquence. Et dans ce cas-là, M. Simpson et ses collègues ont constaté que les statistiques que l'on produit sont complètement incohérentes et la plupart du temps fausses et contre-intuitives. Mais vous en foutez, vous. Insistons juste un tout petit peu. Puis comme on est en santé ici, pour vous expliquer, je vais vous prendre un exemple médical. Vous n'avez pas de chance, on vient de vous trouver un calcul rénal. Et un calcul suffisamment gênant, suffisamment perturbant pour qu'il faille vous opérer. Vous êtes à l'hôpital et le médecin, le chirurgien qui va vous opérer, vient vous voir en vous disant eh bien, vous avez de la chance, entre guillemets, parce que vous avez la possibilité de choisir entre deux modes opératoires. La chirurgie ouverte, hein, le gros bistouri, on fait une grosse cicatrice, grosse anesthésie, plusieurs jours à l'hôpital et puis une convalescence qui risque d'être un petit peu longue. D'accord ? En tout cas handicapant pendant un certain temps. Ou, et là vous le voyez sourire, par cilioscopie. 3 petits trous de rien du tout, on rentre tous les instruments à l'intérieur,
anesthésie minimale, vous sortez le lendemain, le surlendemain, au plus tard, et quasiment pas de convalescence. Bon, vous commencez à sourire, puis vous vous dites « Oh, il y a un truc là quand même, il y a forcément un piège. » Là, vous dites « Non, non, parce qu'en plus, j'ai constaté dans une revue très sérieuse, scientifique, médicale, britannique, que les taux de réussite, en plus de la méthode la moins pénalisante médicalement, c'est aussi celle qui a les meilleurs taux de réussite. Oh, pas énorme, mais 5%. 5% de plus, et en plus c'est moins handicapant, c'est bon, l'affaire est pliée. Sauf qu'à ce moment-là, arrive le chef de service, le grand pote, qui s'intéresse à la chose et puis qui demande mais ton client, là, il a des gros ou des petits calculs? Parce que moi, j'ai lu une publication dans laquelle... Ah mais non, de toute façon, d'ailleurs, dans ma publication, que ce soit des gros ou des petits calculs, de toute façon, c'est toujours la chirurgie ouverte qui marche mieux. Oh, il faut discuter, là, quand même. Hein. Et puis le prof, et puis, enfin, le chef de service et puis l'autre, vont tous les deux chercher leur publication pour voir qui a raison, qui a la plus récente, et puis etc. Et en fait, ils ramènent tous les deux la même publication. Et si vous regardez bien, c'est un peu rapide, c'est un peu petit, mais si vous regardez bien, les chiffres des deux tableaux sont exactement les mêmes. Pas présentés de la même manière, mais exactement les mêmes. Simplement, quand on tient compte de la taille des calculs, c'est la chirurgie ouverte qui est la meilleure, toujours. Quand on n'en tient pas compte, c'est la cellule. Ah, c'est quand même curieux, ça. On vous avait déjà dit qu'avec les chiffres, les statisticiens pouvaient faire un peu tout et n'importe quoi, mais là, là c'est absolument pas ça. Là, c'est typiquement un effet Simpson. D'accord? Vous voyez bien, ça se voit dans les deux tableaux, qu'il y a effectivement une relation entre le traitement, chirurgie ouverte ou cellio, et le taux de réussite. Ce n'est pas énorme, 5%, ou dans un sens ou dans l'autre, mais il y a bien un effet. Par contre, ce que vous voyez, effectivement, et ça se voit bien sur le deuxième tableau, c'est que la taille des calculs, elle, a une influence majeure sur le taux de réussite, pratiquement 20%. D'accord? Donc c'est un effet majeur. Et ce que l'on voit super bien sur ce deuxième tableau, en colonne cette fois-ci, c'est que l'on utilise pratiquement tout le temps la chirurgie ouverte lorsque l'on a affaire aux gros calculs qui ont de relativement mauvais résultats. En gros, quand c'est difficile, on prend la chirurgie ouverte, et comme c'est difficile, on a des résultats qui sont un peu moins bons. Quand c'est facile, on prend la cellio, et on a des résultats qui sont plutôt meilleurs. La chirurgie ouverte est totalement pénalisée, totalement handicapée par le fait qu'on ne l'utilise que quand c'est difficile. D'accord? Alors ça, peut-être que vous avez l'impression de ne l'avoir jamais rencontré, mais vous êtes en terminale, là, non? Vous avez entendu parler des redoublements qui sont partis, qui sont revenus, qui ne servent à rien, c'est pour ça qu'on les avait enlevés, puis qui maintenant, apparemment, semblent être utiles. Alors oui, quand on fait les stats sur les redoublements, on s'aperçoit que les redoublants ne réussissent pas mieux que les non-doublants au bac. Mais en même temps, tout le monde sait bien que les étudiants qui sont dits brillants, qui sont les meilleurs, réussissent plutôt mieux au bac que les étudiants qui sont en difficulté. Et tout le monde sait bien, même si on fait mine de l'ignorer, que l'on ne fait redoubler que les étudiants qui sont en difficulté. Donc forcément, puisque c'est déjà des étudiants en difficulté, ils auront au final des résultats qui seront nécessairement moins bons. Il faut être logique aussi. Et bien ça, c'est un effet Simpson. D'accord? Évident, qui est parfaitement assumé, celui-là par contre. On est bien d'accord. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Eh bien, imaginez qu'on change les intitulés des boîtes, là. Je mets boîte à concours et je mets réussite au concours. Quand on est dans la boîte à concours, on réussit mieux au concours. Toutes les statistiques qu'on va vous présenter le montrent. D'accord? Et quand on se demande s'il ne pourrait pas exister une cause qui pourrait influencer un peu tout ça. Alors, on va chercher, on va réfléchir un bon moment, 2-3 secondes, et puis sortir, par exemple, la motivation, j'en ai déjà parlé. D'accord? La motivation, effectivement, est une cause majeure, une raison majeure de réussite au concours. Et quand vous allez
questionnez, discutez avec les gens qui gèrent ces boîtes-là. Ils vont tous vous répéter, peu ou prou, « Ah ouais, mais attention, hein, si vous venez chez nous, il faudra vraiment vous y donner. Il faudra vous y donner, parce que si vous n'y mettez pas du vôtre, évidemment, ça ne marchera pas. En gros, il faut être motivé pour que ça marche. » Ben voilà, elle est construite, la machine de Simpson. D'accord? C'est même pas moi qui l'ai construite. Elle se construit toute seule. Oui, il faut être motivé pour que ça marche. Si on est motivé, il va y avoir un effet sur la réussite. Les statistiques qui vous sont présentées sont nécessairement fausses. Je ne dis pas qu'elles ne vont pas dans le bon sens, ça c'est tout à fait envisageable, mais en tout cas, les chiffres, eux, sont forcément faux. Je vais même y rajouter quelque chose. Toutes ces boîtes sont payantes. Et l'argent est un facteur de rétroaction extrêmement puissant. Vous savez les petites phrases du style « Ouh, vu ce que ça coûte, ça a intérêt d'être efficace. » Ah ouais, je vais y aller, parce que là j'ai payé, alors qu'en cours, m'en fous, je n'ai pas payé. Et alors forcément, ce qui vaut quelque chose a forcément de la valeur, et ça va considérablement renforcer cette boucle de motivation. Évidemment. Okay? Donc on a un effet ici qui risque effectivement d'être très fort, majoritairement parce que c'est payant. Probablement, on peut en tout cas l'espérer, aussi par la qualité intrinsèque des enseignements qui sont fournis dans ces institutions. Alors, les comparer entre elles, sur leurs stats, peut-être que vous pouvez, parce qu'elles sont dans le même cadre, d'accord? Mais les comparer à la situation normale, sur des chiffres qui sont fournis, ça, c'est pas possible. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte de faire comme tout à l'heure, en essayant de retrouver les bons chiffres? Ah oui, il n'y a pas de problème. Moi, je veux bien faire les calculs. Combien de parents dans la salle sont d'accord pour payer la boîte à concours d'un étudiant qui n'est pas leur fils? Ah ben oui, il faut que ça marche comme ça. C'est marrant, tous les ans, vous n'êtes pas vraiment partant pour participer à la science. Là. Je vous sens réticent. Ben oui, évidemment, on ne peut pas le faire. D'accord? Mais le fait qu'on ne puisse pas le faire, ça n'empêche pas qu'on n'a pas le droit de raconter des salades. D'accord? Il faut être honnête. Alors, est-ce que la situation est la même au niveau du tutorat? Ben non, parce que déjà, au niveau du tutorat, ce n'est pas payant. Donc, de fait, comme ce n'est pas payant, la boucle de « ça vaut quelque chose, ça a de la valeur », elle se transforme plutôt à « ça coûte rien, donc ça vaut rien », ce qui aurait plutôt tendance à amoindrir considérablement, en tout cas dans l'esprit de certains, cette partie-là. À tel point d'ailleurs que ça peut la faire totalement, c'est allé un peu vite, totalement disparaître. D'accord? Vous n'y croyez pas, vous n'y allez pas, eh bien c'est bon, c'est mort. Ceci étant dit, moi je pense que la situation est totalement différente dans les deux cas. Le tutorat, c'est quelque chose qui est gratuit et ouvert à tout le monde. Ne pas y aller, y aller, ça ne vous donnera peut-être pas un avantage, mais ne pas y aller, c'est plutôt du handicap masochiste, se priver volontairement d'un avantage dont tous les autres peuvent bénéficier. C'est idiot. C'est juste idiot. Alors maintenant, on peut quand même se demander, si on y va et qu'on y croit, est-ce que boîte à concours, tutorat, ça va effectivement aider? Ben, oui, évidemment. Évidemment, puisqu'il s'appuie sur un facteur majeur de réussite, qui est la motivation. Est-ce que c'est un gage de réussite? Ben non, absolument pas. Le gage de réussite, c'est vous êtes motivé, vous allez y mettre toutes vos billes, tous vos moyens, là, oui. Mais si vous y foutez rien, ça ne servira à rien. C'est une évidence. Est-ce que vous en avez besoin? Mais j'en sais rien. Je ne suis pas dans votre tête, je ne suis pas dans le portefeuille de vos parents non plus. D'accord? Ce n'est pas à moi de décider si vous en avez besoin, si vous avez besoin de cet outil-là en plus pour rester motivé, pour faire le boulot qu'on ne vous oblige pas à faire autrement. J'en sais rien. C'est une décision qui doit vous être personnelle. D'accord? Mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que les conseils qu'on vous donne ici, ailleurs, qu'ils soient honnêtes, malhonnêtes, intéressés, désintéressés, ne changeront strictement rien à une chose, le nombre d'étudiants qui seront effectivement
en deuxième année en 1 ou 2 ans. D'accord ? Mais il y a quand même une chose très importante que ces conseils pourraient changer. C'est qui, parmi vous, va faire partie de ces étudiants ou pas. Et ceci est au moins aussi important pour vous que pour nous, les enseignants. Parce que, imaginez que ça, ce soit une échelle de qualité de l'étudiant, d'accord, de capacité à faire, de capacité à réussir ses études ensuite. Si on a des étudiants qui sont globalement très moyens, ben au niveau de la frontière entre les premiers collés et les derniers reçus, là on se retrouve plutôt avec les moins mauvais plutôt qu'avec les meilleurs. Ce n'est pas très rassurant pour nous en deuxième année, d'accord, d'avoir ce type d'étudiants. Nous, ce qu'on veut, impérativement, c'est en deuxième année avoir des bons étudiants, pas que des meilleurs, avoir juste des bons étudiants. Et là, j'entends déjà dans un certain nombre de têtes, oui, je suis un petit peu médium, la petite phrase dit, mais en fait, si on fait ça, c'est un énorme gâchis, tous ces bons étudiants qui ne vont pas avoir leur concours. Ce ne sera du gâchis que si vous gâchez ces études. Si vous ne bénéficiez pas, vous ne faites pas en sorte de bénéficier de ces passerelles vers les autres formations. D'accord ? Dans ces autres formations, on peut vous prendre en première, en deuxième année, fin de premier semestre, fin de deuxième. D'accord ? Ils vont vous prendre pour la plupart d'entre eux avec une note entre 8 et 10. Éventuellement même directement en deuxième année. Alors évidemment, ça, cette note supérieure à 8, 10, ça dépend, d'accord, des filières. Ça concerne, sur les 1000 étudiants, ça concerne plus de 800 étudiants. Sur ces 800, il y a ceux qui vont réussir leur concours qu'on va regarder. Il y a ceux qui vont redoubler, c'est tout à fait naturel. Et puis les autres. Les autres n'auront raté leurs études et participeront d'un quelconque gâchis que si eux ne bénéficient pas, ne font pas en sorte de bénéficier de ces filières-là. C'est pourquoi je vous invite à y réfléchir et à vous renseigner sur ça dès maintenant. Pas par défaitisme, surtout pas, mais parce que si vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas, en bossant, réussir, vous ne pouvez pas rater vos études, votre première année, en bossant, ça vous donnera une raison d'être encore plus motivé. Vous bossez, vous réussirez forcément. En santé ou pas en santé, ça n'a pas d'importance. Vous n'aurez pas perdu votre année. Et ça ne peut être qu'un facteur de motivation. Et puis pour nous, c'est rassurant parce que ça veut dire qu'on aura récupéré effectivement, surtout, des bons étudiants qui seront bien dans leur tête pour continuer leurs études. D'accord ? Alors, vous comprenez pourquoi on a besoin, nous, d'avoir des bons étudiants. Mais c'est à vous et à vous seul qu'il appartient d'être parmi les meilleurs. Et pour conclure, juste vous dire une phrase que m'avait dit un prof à moi il y a très longtemps dans une fac très lointaine, que la motivation soit avec vous. Merci.